Aujourd'hui, je rencontre un homme qui est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Il s'agit d'un ministre important dans le gouvernement Legault. Oui, il a fait plusieurs réformes depuis le début de ses mandats, donc en 2018. Des réformes parfois courageuses qui ont nécessité beaucoup d'énergie. Je voulais connaître l'homme derrière le ministre du Travail, mon invité, Jean Boulet. Jean Boulet, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous aussi? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, aujourd'hui, on apprécie beaucoup que vous preniez le temps. Quelle fin d'année, M. Boulet. Quelle année, mais quelle fin d'année. Ouais. Vous êtes quand même attaqué à gros. On va commencer avec ça. La liberté d'association, le droit de grève, le droit de lockout aussi. Là. Pourquoi, donc, avoir fait cette loi 14-là, ce projet de loi 3 aussi? Pourquoi? Ça vient d'une conviction? C'est une commande? Bien, c'est une constatation qu'on a faite dans les dernières années. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait beaucoup de grèves, particulièrement dans les services publics, qui avaient des impacts importants sur la population. Tu sais, je prends l'exemple du transport en commun, ça pourrait être la collecte des déchets, mais les grèves qui durent trop longtemps finissent par faire mal à du monde, particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité. Puis je prends l'exemple du transport en commun à Montréal. J'aurais pu parler de Trois-Rivières ou de Québec, mais à Montréal, c'était tellement manifeste. Il y avait des personnes qui ne pouvaient pas aller à des banques alimentaires. Banque alimentaire à Québec avait même conclu qu'il y avait eu une diminution de 50 % des personnes qui ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas d'autobus. Donc, ils ne pouvaient pas se rendre. J'ai eu des témoignages de personnes qui ne pouvaient pas aller travailler dans des résidences pour personnes aînées, prendre soin des personnes parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Il n'y avait pas d'auto, puis payer un taxi, c'est cher, fait qu'il manquait le travail. C'est les étudiants et étudiantes, c'est des personnes qui ne pouvaient pas aller subir des traitements médicaux, des travailleurs et travailleuses qui ne pouvaient pas aller travailler. Il y avait tout le secteur culturel, communautaire, économique, sportif qui était en partie paralysé par cette grève-là. Mais il y en a eu dans plusieurs secteurs, dans la transformation alimentaire, le transport scolaire. Souvenez-vous, Sarah, à quel point ça blesse les familles, les enfants puis les parents. L'éducation, je vais finir avec ça, Sarah, là, mais l'éducation, pour moi, c'est important. Je me souviens qu'un spécialiste, le docteur Royer, nous disait que les enfants en situation de vulnérabilité, pendant une grève, non seulement ils ne pouvaient pas continuer de développer leurs compétences, mais ils régressaient. On l'a vu pendant la pandémie aussi, quand ils ont été arrêtés avec l'école, c'est important. Absolument. Donc, c'était important pour moi d'intervenir puis limiter les impacts des grèves ou des lockouts sur la population. Mais vous savez que c'est quand même le droit de grève, quelque chose qui est important pour les gens, ou en tout cas pour les travailleurs. Ben oui. Vous attaquez quand même à quelque chose d'important. Vous saviez qu'il y aurait de la contestation. Oui, c'est pour ça qu'on était extrêmement prudent pour bien définir les critères d'application de la loi, pour respecter le mieux possible les enseignements de la Cour suprême du Canada. En 2015, avec Larry Saskatchewan. Oui, exactement. Vous l'aviez lu, vous êtes juriste. Ben oui, tout à fait, mais... Vous essayez donc que ça reste tout ça constitutionnel? Ben oui, absolument. Que la liberté d'association, donc le droit de grève soit encore possible, mais oui, aménagé, dans le fond. Totalement. Donc, puis, ultimement, trouver un bon équilibre entre l'exercice du droit de grève, qui a une valeur constitutionnelle, et le respect des besoins parfois fondamentaux de la population là, qui est irritée, qui est blessée, qui est endommagée par ces conflits-là. Là, ça s'en va en contestation judiciaire, clairement. Oui. Êtes-vous confiant? Bien, oui, mais écoutez, quand il y a des procédures judiciaires, il faut les respecter. Absolument. Je l'avais anticipé lors du dépôt. Maintenant, les tribunaux auront à rendre une décision. Probablement que la partie qui va perdre va aller en appel. Et moi, je suis tout à fait... Mais je crois en la capacité des tribunaux de s'adapter à des nouvelles réalités. Donc, pour vous, ça vient d'une conviction? Absolument. Totalement. Ces changements-là. Le bien-être de la population, c'est ça ma conviction. OK. Parlons de la gentillesse. Vous êtes quelqu'un, en général, gentil. Je vous ai vu aller au Nœud du cœur. Je ne sais pas, mais je vous ai vu aller au Nœud du cœur. Je vous vois aller dans les salles de nouvelles quand vous venez faire des entrevues. Vous êtes quelqu'un de très délicat. Est-ce que c'est important pour vous? Ça vient d'où? D'abord de votre famille? Parce que vous êtes un officier de justice comme avocat? D'où ça vient?
Je le sais pas, c'est dans ma nature, puis j'essaie d'être le plus authentique possible, mais j'aime profondément l'être humain. Puis quand on fait de la politique, si on n'a pas cette habileté-là, si je peux m'exprimer ainsi, c'est difficile. Mais j'aime rencontrer les gens, puis j'aime m'intéresser à leur parcours humain, académique, professionnel et autres. C'est ma question. Est-ce que ça vous sert en politique, donc cette gentillesse-là? Pensez-vous que dans un débat, justement, quand on reste courtois, est-ce que ça peut vous servir? Totalement. Puis ça, j'ai fait des ateliers de négociation raisonnée pendant une certaine période de temps à l'Université Harvard aux États-Unis, puis on apprenait en négociation raisonnée à distinguer les personnes des intérêts. Il ne faut jamais affronter la personne. On peut frapper fort sur les intérêts. Donc, ça ne devient pas personnel. Non, il ne faut jamais, puis il faut constamment dépersonnaliser, puis il faut éviter de se laisser prendre par des menaces ou de l'intimidation. Donc, vous le mettiez en pratique comme avocat quand vous faisiez de la négociation de convention collective et vous le mettez en pratique comme ministre. Oui. Comme très jeune avocat, j'avais de la misère parce que j'étais combatif, puis je pouvais m'obstiner avec un interlocuteur. Mais avec le temps, j'ai appris à contrôler mes émotions. Puis mon père me disait tout le temps, le calme est maître de tout. Fait que j'ai toujours essayé de mettre ça en pratique. Moi, ça m'apparaît fondamental. Puis les personnes qui manifestent, elles ont le droit de le faire. Ça fait partie de la liberté d'expression, en autant que ça se fasse dans la civilité, le respect, puis que ce soit bien ordonné. Je comprends. Ça va faire 7 ans que vous êtes ministre du Travail, vous avez été élu en 2018. Lucien Bouchard, en 2006, parlait des travailleurs. Il disait que les travailleurs étaient, pas paresseux, mais qu'ils devaient travailler plus, qu'ils ne mettaient peut-être pas assez de temps de travail. Vous en pensez quoi des travailleurs en 2025? Est-ce qu'ils travaillent assez? Je pense que c'est pas de travailler plus ou plus longtemps. Je pense que ça, c'est une vision qui est un peu limitative. Ouais. Aujourd'hui, il faut apprendre à travailler de façon plus créative et plus intelligente, avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec l'impératif que nous avons tous de rehausser nos compétences pour devenir plus compétitifs. Ça fait référence au concept de productivité. Puis je le répète, c'est pas de travailler plus ou de travailler plus longtemps, c'est d'apprendre à faire les choses différemment. Puis la meilleure façon d'améliorer nos méthodes de travail, c'est d'écouter et de respecter les travailleurs et travailleuses. Puis je lis beaucoup là-dessus, puis les entreprises qui se robotisent, par exemple, et qui laissent en arrière le capital humain, bien, ils peuvent perdre en productivité parce que les robots ont besoin d'être programmés, ont besoin d'être réparés et on a besoin de personnes pour les superviser. Fait que quand on investit dans le capital technologique et qu'on ne le fait pas dans le capital humain, on manque notre coup. Puis l'arrivée de l'intelligence artificielle qui s'en vient, c'est une vague de fond. Donc, ça va changer aussi le rapport au travail peut-être des gens. Il y a des gens qui vont peut-être être licenciés bientôt dans un futur rapproché. Vous avez une pensée pour eux aussi? Il y a une façon de moderniser? Tellement. Puis l'intelligence artificielle, il faut, je pense, la démocratiser. Parce que c'est un beau concept, mais qu'est-ce que ça implique dans un milieu de travail? Il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises, de développeurs qui veulent savoir qu'est-ce que ça peut faire pour les aider. Et ça, c'est la même dynamique pour les travailleurs et travailleuses. Ça va être quoi l'impact? La façon dont j'aurai à rendre ma prestation de travail. Puis il faut penser en termes d'amélioration de la qualité de vie au travail, pas que de la productivité. Si on veut être meilleur, si on veut être distinctif dans le monde, il faut s'approprier l'intelligence artificielle, encore une fois, la rendre compatible avec les besoins réels des entreprises, des travailleurs et travailleuses, puis c'est comme ça qu'on va réussir. Ce que je retiens aussi, c'est que vous êtes l'humain là, derrière reste important. Oui. OK. On prend une petite pause et après la pause, on va parler de courage des réformes et de la sécurité qui entoure un ministre qui fait des réformes importantes. Super. De retour avec Jean Boulet, ministre du Travail. Je veux qu'on parle des réformes que vous avez faites. Vous en avez fait plusieurs. Certains disent de vous que vous êtes un ministre courageux. Bon, il y a cette réforme-ci là, qui polarise présentement, mais je veux qu'on parle des autres aussi.
2021, modernisation de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Vous avez donné un meilleur accès aux indemnisations, donc aux travailleurs qui ont des lésions professionnelles. Vous avez fait de la prévention pour la santé et la sécurité au travail, un soutien, meilleur soutien aux travailleurs qui ont eu des lésions professionnelles. Donc vraiment, c'est une loi vieille de 35 ans. Vous l'avez complètement modernisée. Construction, vous êtes attaqué à ça en 2023-2024. Donc, les obstacles là, qui ralentissaient les chantiers de construction, la mobilité, l'inclusion de la main-d'œuvre, la gouvernance de l'industrie de la construction. Donc, ça prenait quand même du courage, notamment pour la construction. Est-ce que c'était, parce que vous avez exercé en droit du travail, est-ce que c'était la finalité, finalement, que comme avocat, vous dites, j'ai des réformes à faire comme ministre du Travail? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes attaqué à des lois grandes comme celle-là? Bien, c'est certain qu'en pratiquant le droit du travail, ça m'a permis de réaliser que souvent les lois étaient derrière la société, derrière les besoins des milieux de travail. La société avance et on doit... Ben oui, comme Sarah, en 2021, quand on a fait la modernisation du régime de santé et sécurité du travail, on ne parlait pas avant de risques psychosociaux. On ne s'intéressait pas à la santé psychologique. Alors que dans les secteurs de la santé, de l'éducation, où il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques associées à des risques psychosociaux, il fallait s'y intéresser. Donc, on a intégré la notion de psychique à côté de celle de physique, puis on a imposé l'obligation au milieu de travail d'identifier les risques psychosociaux, ça veut dire les menaces, l'intimidation. On ne peut pas juste se casser un bras, là. Pour éventuellement les contrôler et les éliminer. Non, dans certains secteurs, il y a plus de lésions à connotation psychologique que physique. Fait que c'est sûr qu'à chaque réforme, moi, je me disais, il faut répondre aux besoins évolutifs de la société. Puis je trouvais que le législateur, à certains égards, pour l'évolution du marché du travail, était statique. Fait que c'est sûr qu'en politique, ça me permet d'être actif, puis de m'assurer que les lois non seulement s'adaptent à la société, mais puissent jouer un rôle pour stimuler les milieux de travail à avancer et se donner une vision de l'avenir. Quand je parlais de courage, ce que je veux dire, c'est que il y a eu des manifestations, mais là, ça s'est rendu jusque devant votre maison. Là, il y a eu comme une ligne qui a été dépassée, je pense. On vous a vu quand même, ça vous a atteint. Comment on se sent quand les gens... Bon, on n'est plus dans un bureau, on n'est pas devant votre bureau, là, ceux qui vont manifester, mais on s'attaque à votre maison, à votre vie personnelle. Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu ces gens-là devant chez vous? Bien, j'ai trouvé que c'était une invasion excessive de ma vie privée. Bon, j'étais avec ma conjointe, j'ai été prévenu, j'ai dû quitter ma maison. Fait que c'est sûr que j'avais un sentiment de violation de ma vie privée, puis j'ai toujours été un super partisan de la liberté d'expression, donc les personnes ont le droit de manifester, mais là, c'était chez nous. Puis donc, j'ai dû libérer ma maison, ne pas y avoir accès pendant quelques heures. Puis il y a des enfants qui vivent sur ma rue, j'ai des voisins qui ont eu peur, j'ai des personnes un peu plus âgées aussi. Puis c'est certain que ça a créé un climat de tension puis de peur. Et donc la sécurité était devenue fondamentale, fait que c'est sûr que j'étais très inconfortable. Est-ce que vous avez senti à un moment donné, peut-être pas cette journée-là, mais que votre sécurité était... Parce que le débat s'est polarisé, depuis les réseaux sociaux, tout ça, ça devient plus violent. Est-ce que vous sentez que votre sécurité parfois est en danger? Moi, j'ai tendance à faire confiance à tout le monde. Ma fille vous dirait, Jean, il aime tout le monde. Fait que je vois pas le méchant dans d'autres personnes. Mais c'est sûr que ceux qui sont à l'affût des messages que je peux recevoir dans les réseaux sociaux, les gens de la sécurité publique, mon garde du corps, eux sont conscients qu'il y a des risques. Je suis probablement un des ministres, et même certainement les plus à risque au Québec. Fait que ça m'ennuie. J'ai l'impression qu'à Trois-Rivières, il n'y a aucun risque, mais c'est faux. Il s'agit d'une personne qui décide de me frapper ou de m'attaquer. Mais donc oui, parfois, ça me préoccupe beaucoup parce que quand on fait des changements, on les fait parce qu'on a des convictions, on sait qu'il y a de la résistance, mais moi, j'ai toujours préféré le dialogue au chaos, puis j'ai toujours préféré le consensus social à l'affrontement physique.
faut constamment parler de la substance et non des personnes. Cette distinction-là entre les intérêts et les personnes, ça m'apparaît fondamental. Et juste pour conclure là-dessus, M. Fisher, qui est décédé, qui a écrit le fameux livre « Getting to Yes », il disait il faut mettre l'accent sur nos intérêts communs, et plus on met l'accent sur nos intérêts communs, plus on diminue le champ de nos intérêts divergents. Puis ça, on peut l'essayer dans nos relations interpersonnelles. Quand on ne s'entend pas avec quelqu'un ou quand on a des désaccords, essayons de parler de ce qui nous réunit, de notre communauté d'intérêts. Puis plus on en parle, plus on diminue nos divergences. Durant le souper de Noël, là, par exemple. Autant durant le souper de Noël, oui, du jour de l'an, ça peut être durant le souper de Noël, que dans une table de négociation. Oui. C'est intéressant. Ça semble vous avoir quand même marqué cette formation-là. On prend une courte pause. Jean Boulet, après la pause, on va parler de l'homme derrière le politicien. Super, merci. De retour avec Jean Boulet. Je voulais savoir, avant qu'on se quitte, je voulais en savoir plus sur l'homme derrière le politicien. D'abord, la première question, c'est comment vous arrivez à conjuguer donc votre vie de famille puis votre rôle de ministre? Est-ce que c'était plus facile comme avocat avant chez Labrie? Oh mon Dieu, quelle excellente question. Je pense que comme praticien du droit, c'était moins d'heures de travail. Parfois, des heures plus intensives parce que tu négocies, tu plaides. Ouais. Il faut que tu sois constamment concentré. En politique, parfois, il y a des périodes de temps où c'est moins intellectuellement intense, mais c'est beaucoup d'heures de travail. Mais c'est surtout être constamment interpellé par ce qui peut arriver. Puis il faut que tu t'intéresses à la diversité des événements qui surviennent au Québec. Puis évidemment, j'ai une passion pour les relations de travail, mais je suis aussi d'abord et avant tout député de Trois-Rivières, fait que je m'intéresse à l'itinérance, à l'éducation, à la vallée de la transition énergétique, à l'économie, au logement, à tous ces dossiers-là. Fait qu'il faut que je reste constamment intéressé puis aussi connaissant de tout ce qui se passe. Donc, les deux, là. Alors, autant les cas de comté oui. que les cas qui sont plus nationaux, régionaux. Bien, les cas de comté, les cas régionaux aussi, parce ouais. que le premier ministre m'a demandé d'être responsable aussi de la région de la Mauricie. Puis au Québec, je suis intéressé par ce qui se passe en Estrie, au Saguenay, puis bon, évidemment, ce qui peut se passer dans une autre région. Comme la semaine passée, on avait un congé parlementaire, je suis allé à la Chambre de commerce de Valleyfield, à la Chambre de commerce de Sherbrooke, puis un politicien qui veut se développer doit d'abord et avant tout écouter. Puis écouter tout ce qui se passe au Québec, ça te stimule, puis ça te donne plein d'idées pour ta ville et ta région. J'aimerais qu'on parle des membres des familles qui sont politiciens. Alors vous, il y en a peu au Québec. Là. Il y a eu Françoise Hélène David, Pierre-Marc Johnson, Daniel Johnson. Est-ce que votre sœur et vous, est-ce que des fois où elle vous a écrit un petit texto pour dire « Va pas là, Jean, c'est pas une bonne idée de vous aventurer sur un terrain glissant » ou est-ce que vous lui avez posé des questions, des fois, sur une question politique? Bien, d'abord, dire que je rends hommage à ma sœur. Elle a eu une belle carrière en politique, puis elle a fait un travail exceptionnel pour la région, notamment. Oui, on se parlait quand elle était en politique. Elle m'appelait parfois pour me demander des conseils, puis moi, en politique, bien, c'est sûr que des fois, il y a eu des discussions, mais on s'entend bien. D'abord et avant tout, on se respecte et j'ai énormément d'estime pour ce qu'elle a fait et je pense et je suis convaincu qu'elle a de l'estime pour ce que je fais aussi. Elle a suivi vos réformes, clairement. Là. Regardez ce que vous avez fait. Totalement convaincu, oui. Oui. Un jour, il va y avoir la vie après la politique. Ouais. Bon, est-ce que vous... C'est une année électorale l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que vous vous représentez? Est-ce que vous souhaitez faire autre chose? Bien, c'est mon intention de me représenter. Je fais partie d'une équipe avec le premier ministre actuel, puis j'ai l'intention d'être le candidat pour la coalition Avenir Québec dans le comté de Trois-Rivières l'année prochaine. Puis évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver. Hein? Je ne prends rien pour acquis. Il faut non seulement défendre notre bilan, mais il faut présenter une vision de l'avenir pour se faire réélire. Mais j'aime encore la pratique du droit, là, dépendamment de ce qui va arriver. Là, actuellement, je suis positif pour l'année prochaine. Et après ça, on verra.
L'avocat n'est jamais bien loin, finalement. Ah non, non, non. L'avocat va toujours rester. Vous êtes tenu dans au fait mon- des lois du travail, je pense. Ah, OK. tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Une campagne électorale, une réforme adoptée? Ce qu'on peut me souhaiter pour 2026, c'est d'abord et avant tout la réussite, le succès, le bonheur de tous ceux que je côtoie et de toutes les personnes qui vivent dans mon comté puis dans ma région. Puis pour les Québécois, Québécoises, on a des défis économiques majeurs dans les années à venir. Puis l'année prochaine va être une année cruciale, une année de transition énergétique, économique, sociale à tous égards, avec le contexte géopolitique que nous connaissons, avec la politique tarifaire américaine et autres. Donc, je souhaite que le Québec puisse s'en sortir honorablement et puisse continuer à se développer et rencontrer ses ambitions le mieux possible. Jean Boulay, merci beaucoup d'avoir pris le temps dans votre horaire occupé de prendre cette demi-heure-là avec moi. Je vous souhaite vraiment une belle année 2026. Merci beaucoup, Sarah. Mes meilleurs vœux à toi, ta famille, tes proches. Puis je te le dis, là, franchement, là, j'ai apprécié beaucoup cette rencontre-là avec toi. Merci gentil. beaucoup, puis à bientôt. Merci.